Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on s'attaque à du lourd parce qu'on va parler des Justes de Camus et de la condition humaine d'André Malraux. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux livres? Vous pouvez bien vous en douter, c'est parce qu'ils ont la même thématique, qui est la révolution, pas que, hein, mais entre autres. Euh, je pense pas pouvoir traiter les deux livres dans la même vidéo, enfin c'était mon idée de départ, mais comme j'ai pas la prétention, si tu veux, d'attaquer du Malraux tout de suite, surtout que c'est vraiment considéré comme son chef-d'œuvre, et donc je pense pas pouvoir m'attaquer à lui tout de suite, entre guillemets, dans cette vidéo. Je pense pas parler de Malraux dès à présent, et je pense pas non plus que ce soit pertinent de combiner les deux dans une même vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que, bah voilà, on commence tout de suite. Donc oui, pour ceux qui ne savaient pas, et que je le dis maintenant, dans cette vidéo, je vais intégrer quelques éléments de montage, parce que j'ai commencé à apprendre à faire du montage, et je vais les intégrer dans les vidéos précédentes. Donc évidemment, ce sera ma première vidéo, et normalement, plus je vais sortir des vidéos, et plus ça va s'améliorer. Pour ceux à qui j'ai manqué, bah, j'espère que vous allez bien. Donc on commence tout de suite. Alors Les Justes de Camus, c'est un roman qui est une pièce de théâtre, excusez-moi. Oula. Une pièce de théâtre qui a été écrite par Camus et donc qui vise à montrer les différents points de vue des révolutionnaires, notamment durant la révolution, les prémices de la révolution russe, les prémices à la révolution russe, dans un des nombreux mouvements qui n'est pas nommé, hein, enfin qui est nommé, mais qui fait peut-être référence à une organisation réelle qui s'appelle donc l'organisation avec un grand O et qui regroupe des socialistes révolutionnaires. Alors c'est vrai que les mouvements d'opposition au régime tsariste étaient très nombreux dans la Russie, dans l'ancienne Russie. On avait les bolcheviks, ça c'était plus tard, mais il y avait avant les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les anarchistes aussi, hein, très important. Bref, il y en avait beaucoup. Et il faut savoir, enfin ça je crois que je l'avais dit dans ma vidéo précédente, que ces groupes-là avaient recours malheureusement au terrorisme pour arriver à leur fin. Et donc cette pièce de théâtre traite d'un groupe de personnes donc, qui est composé du chef du groupe qui s'appelle Stéphane Fedorov, de Yannick qui va être un de ses principaux opposants, si on peut le qualifier comme tel, et d'autres personnages plus ou moins importants que je ne traiterai peut-être pas dans cette vidéo parce que les deux personnages de Yannick et Stéphane, l'opposition entre ces deux personnages couvre suffisamment de sujets et sujets à beaucoup de discussions que je pense ne pas traiter les autres personnages euh, parmi les révolutionnaires, puisqu'évidemment il y a le grand-duc et la grande-duchesse. Et donc tout ce groupe-là va organiser un attentat contre le grand-duc dans le but d'affaiblir le pouvoir en place, le pouvoir du tsar, donc impact psychologique très important, et de renverser, si possible, le régime. Donc c'est un attentat qui se prépare, c'est un attentat à la bombe, c'est un attentat violent, inhumain dans sa pratique, dans comment il est fait, hein, évidemment, et évidemment les attentats, ça on ne le répétera pas assez, mais voilà, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cet attentat-là, il est préparé minutieusement. Et au départ, tous les membres ne sont pas réunis. C'est-à-dire qu'ils attendent Stéphane, ils attendent Yannick, ils attendent des personnages comme ça qui arrivent un peu au compte-goutte pour pouvoir préparer la bombe, notamment. Pouvoir préparer la bombe. Et donc, Stéphane Fedorov, lui, c'est un ancien étudiant qui a été déporté, qui a été envoyé au bagne parce quand le professeur lui avait demandé comment est-ce que Pierre le Grand, le tsar Pierre le Grand avait édifié la ville de Saint-Pétersbourg, il avait répondu avec le fouet et le sang. Et il dit voilà, j'ai été chassé du bagne pour ça. Ensuite, il est revenu, il a juré vengeance contre le régime tsariste, non seulement la vengeance personnelle qu'il avait vécue au bagne, à un moment donné, il dévoile des cicatrices qu'il a sur le torse et les épaules dont on n'avait pas connaissance avant, qui sont en fait des coups de fouet qu'il a reçus au bagne. Il dévoile et une vengeance aussi contre une vengeance pour tous les morts qu'a engendré le régime tsariste. Et c'est ça qu'il va reprocher principalement aux autres membres de l'organisation. Il va leur reprocher leur manque régulièrement, il va leur reprocher leur manque d'intensité dans l'action. C'est-à-dire que lui, non pas tellement que ce soit une tête brûlée qui veuille agir de façon incontrôlée, c'est pas ça. C'est qu'il pense que ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu des enfants mourir de faim, hein, il a vu la misère, il a vu la pauvreté, euh,
il pense que parce qu'il a vu et vécu tout ça, l'intensité de ce qu'il a vu et vécu justifie une vengeance, justifie une compensation, justifie que lui aussi communique une autre forme d'intensité qui serait dans ce cas-là l'intensité transférée par la révolution, par la violence, par le sang. Effectivement, et il va reprocher aux autres personnages d'être non pas mous, mais pas assez convaincus. Pas assez, ils n'ont pas les tripes, mais pas seulement au sens idéologique ou au sens physique, vraiment au sens du vécu. Parce que effectivement, les personnages ont des histoires différentes. Donc, ce qui est un peu absurde, enfin, ce n'est pas absurde, mais Stéphane, on dit Stéphane, mais c'est écrit Stéphane dans la pièce parce que c'est le prénom russe Stiopa, hein, voilà, qui s'écrit comme ça. Donc ST, voilà. Et donc, c'est ce personnage, STEPAN, je rectifie, ce personnage limite il reproche aux autres de ne pas avoir le même vécu que lui. Non pas qu'il veuille que tout le monde subisse la même chose, mais parce que lui il a vu et vécu toutes ces choses, ça justifie sa colère. Et effectivement, sa colère, elle a tendance parfois à déborder on va dire, sur ses acolytes, on va dire, ses complices, voilà, sur ses complices. Donc c'est un personnage qui réfléchit, il est minutieux, au contraire, il n'est pas à tête brûlée, puisqu'il prépare cet attentat. Il a été attendu par ses camarades, il a pu les contacter d'un moyen ou d'un autre, avec un moyen ou un autre, depuis la Sibérie, où il avait été envoyé. Ça prouve bien que c'est un personnage qui réfléchit, qui est minutieux et qui est surtout très obstiné. Parce qu'à la limite, un personnage qui agirait vite sur un coup de tête, ça ne trahit pas forcément de l'obstination, ça peut traduire de la bêtise, ça peut traduire peut-être une trop grande colère, une incapacité à se contrôler, mais là non, lui il avait prévu tout ça. Peut-être pas forcément avant son arrivée au bagne, mais déjà avant son arrivée au bagne, il marquait une très forte opposition au régime dans ses propos, comme je vous l'avais dit. Ce qui fait que ce qui en fait un personnage effectivement, un personnage qui a un sang-froid, un personnage qui pèse ses actes et qui pèse ses mots. Et c'est pour ça, il soutient l'importance de ce qui est peser ses mots et peser ses actes, puisque pour lui, ceux qui ne sont pas ceux qui ne se plient pas au protocole de l'organisation pour la lutte contre le régime ne sont pas des vrais révolutionnaires. Pour lui, les autres n'ont pas la vraie conviction, n'ont pas la vraie force. Ils ne portent pas en eux on pourrait presque dire cette foi en fait. Hein. Il y a quasiment une valeur judéo-chrétienne dedans. Et ce personnage, donc voilà, de Stéphane, va rentrer en conflit avec l'autre personnage qui est Yannick. Alors, son vrai nom c'est Yuliyev, oui, mais son surnom, le surnom que les autres lui donnent, c'est Yannick. Il est surnommé le poète par ses camarades parce que il pense que la poésie est révolutionnaire. C'est ce qu'il va dire à Stéphane indirectement. Il lui dit mais la poésie est révolutionnaire. Et l'autre lui répond non, la bombe est révolutionnaire. Enfin, il ne le répond pas de façon du tac au tac, mais il le répond posément. Il dit la bombe est révolutionnaire. Et l'autre lui dit non, c'est la poésie qui est révolutionnaire. Alors, les deux personnages se disputent pas forcément, mais étant donné que c'est Yannick, et c'est là où ça coince un peu, qui a été choisi pour faire cet attentat, il échoue. La première fois, il ne veut pas lancer la bombe. Il dit pourquoi? Parce que j'ai vu à l'arrière de la calèche du grand-duc et de sa femme, la grande-duchesse, il y avait des enfants. Et j'ai croisé le regard des enfants. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas les tuer, je ne voulais pas me réduire à ça. Et c'est pour ça, il y a Dora, donc la femme dont il est l'amant, euh, rétorque à Stéphane, oui, effectivement, il a raison, l'organisation perdrait tout son pouvoir si elle tolérait un seul moment que les enfants fussent broyés par des bombes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que Stéphane, lui, pense que... bon, il y a évidemment le côté la fin justifie les moyens, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'est lui-même qui, de façon totalement arbitraire, de façon totalement libre en fait, a décidé que à partir de ce moment-là, à partir du moment où lui il l'a décidé, il pourrait en toute impunité en fait détruire des vies, dont des vies d'enfants. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que justement il se décide lui-même à faire ça. Et Yannick, lui, il ne peut pas se décider lui-même à faire ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être opposé au régime ou pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les tripes ou pas pour mener une révolution.
Ça a à voir avec le fait d'être humain ou non, en fait. Alors, Stéphane reste humain, mais il a un peu abandonné une partie de son, comme j'ai dit, parce qu'il a beaucoup de sang-froid, il a abandonné une partie de son humanité, une partie de sa compassion. Parce que paradoxalement, le fait qu'il soit parti au bagne et qu'il ait vu des horreurs, et le fait qu'il ait vu les misères avant, le fait qu'il ait vu des enfants mourir de faim, ça aurait dû, ça aurait dû lui garder l'esprit ouvert et lui garder le cœur ouvert. Ça aurait dû le faire rester humain, simplement. Sauf que non, lui, ce qu'il dit, c'est que comme il a vu des enfants mourir de faim sous l'oppression du régime, il peut se permettre de faire mourir d'autres enfants, en plus de manière indirecte, puisque c'est pas lui qui lance la bombe, euh, sous prétexte qu'effectivement, il a vécu tout ça et il a vu tout ça. L'importance de voir est peut-être même plus important que la notion de vécu, en fait. Puisqu'il raconte pas trop ce qu'il a vécu au bagne, peut-être parce qu'il a pas envie d'en parler, évidemment, mais il raconte plus ce qu'il a vu. Il a dit: j'ai vu la misère, j'ai vu la faim, et il demande à tous les autres: est-ce que vous savez ce que c'est que des enfants mourir de faim? De voir des enfants mourir de faim? Non, vous savez pas ce que c'est. Donc vous n'êtes pas des vrais révolutionnaires. Et Yannick, lui, ne comprend pas, puisqu'effectivement, comme je dis, donc ça n'a rien à voir avec l'opposition au régime, ça n'a rien à voir avec le courage, ça a à voir avec soi-même, avec ce qu'on est capable de faire ou pas. Et effectivement, pour la doctrine de beaucoup de groupes révolutionnaires, donc je ne sais pas si je les avais mentionnés dans ma vidéo précédente sur les avancées apportées par la révolution en Russie, en URSS, c'était effectivement des groupes comme Narodnaya Volia, donc la volonté du peuple, et Zemlya Volia, donc corrigez-moi sur l'accent dans les commentaires, hein, parce que le russe, bon, je suis pas encore au top. Et Narodnaya Volia, donc oui, donc Narodnaya Volia, la volonté du peuple, et Zemlya et Volia, terre et liberté. Puisque Zemlya, c'est la terre. Et donc voilà, c'était vraiment ces groupes-là prônaient en fait une déshumanisation, comme je vous l'avais dit, la doctrine Nechayev, la doctrine le socialiste révolutionnaire n'a plus d'âme. Il se dévoue tout entier à la cause de la révolution. Et parce qu'il se dévoue tout entier à la cause de la révolution, il peut, comme ça, s'autoriser à tuer des enfants. C'est ce que dénonce Dostoïevski dans le roman Les démons, que je lirai peut-être, parce que je l'ai pas lu. Mais effectivement, c'est cette déshumanisation-là, mais qui n'est pas une déshumanisation effectuée par les autres, qui est une déshumanisation volontaire. Et c'est là où c'est terrible. C'est que n'importe qui pourrait se déshumaniser comme ça. Alors évidemment, ça marche pas d'un claquement de doigts, mais ça fonctionne quand même de façon assez rapide. Et effectivement, à partir du moment où on se dit: moi je crois que ma cause est supérieure, parce que c'est ça, hein, et dit techniquement, Stéphane, il mâche pas ses mots, on veut devenir les maîtres du monde, la révolution triomphera. Voilà, il ne s'agit pas juste de renverser un régime oppresseur, il s'agit vraiment d'instaurer une idéologie particulière qui n'était pas encore le communisme, mais qui était plus l'anarchisme. Le communisme, c'était après. D'ailleurs, il y a eu des conflits beaucoup entre les communistes et les anarchistes. Bref, et donc, c'est ça, et il ne s'agit pas seulement de ça. Et parce qu'on pense que notre idéologie est supérieure, on peut se permettre de faire ça, parce que de toute façon, on ne payera pas pour nos crimes, puisqu'on va mourir. Puisque justement, cet attentat-là, il s'agit de lancer une bombe, mais mais sinon, soit on se faisait exécuter par le régime, soit on mourrait dans l'explosion si on se jetait avec la bombe. Parce que ça a un lien avec la condition humaine aussi. Peut-être que Malraux a dû reprendre des éléments comme ça, puisque puisque Chen, son personnage principal, un de ses personnages principaux, meurt avec la bombe, en fait. Mais ça, j'en parlerai peut-être soit dans la prochaine vidéo, soit plus tard dans cette vidéo. Et donc, effectivement, euh, le personnage de Stéphane rentre en totale opposition avec Yannick. Parce que Yannick ne veut pas faire ça. Lui, il est au-dessus de la. En fait, Stéphane est au-dessus de l'idée du régime tsariste. Donc il est au-dessus. Il pense que son idéologie est au-dessus d'une autre idéologie. Mais Yannick sait que lui est supérieur à la supériorité d'une idéologie sur une autre. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de ses considérations politiques. Même s'il sait qu'effectivement ça va avoir un impact, ce changement. Il sait que voilà, il faut qu'il y ait un changement, il faut que toutes ces oppressions soient stoppées. Mais il a conscience qu'il ne peut pas se permettre de faire ça. Et là, ça relève de quelque chose de plus profond, effectivement, qui est l'engagement personnel, comme je disais tout à l'heure. Tous les membres du groupe sont engagés personnellement, mais à des degrés divers. C'est pour ça qu'il y a des divergences, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça que Yannick pense que la poésie est révolutionnaire. Donc ensuite, le grand-duc meurt dans l'attentat, puisque finalement, Yannick refait cet attentat, puisqu'il est convaincu par les propos de Stéphane, qui lui dit, enfin,
C'est pas le discours t'es pas un homme, c'est un peu ça, mais c'est surtout, enfin ouais, t'as pas de prix, t'as pas de courage. Mais en gros, il lui fait bien prendre conscience qu'il faut qu'il y ait ce changement-là pour que la révolution triomphe. Et par honte et par volonté de prouver à ses camarades qu'il voue sa foi à la révolution, il fait cet attentat. Donc ensuite, il est mis en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il est très surpris puisqu'il y a la grande duchesse qui vient le voir et qui vient le proposer une demande de grâce. Et lui, il est très surpris parce qu'il se dit ah mais je comprends pas, etc. Au départ, il est surpris parce qu'évidemment c'est son ennemi hein, qui vient lui parler comme ça et qui vient lui proposer une demande de grâce quand même. Et donc parce qu'il est condamné à mort en fait. Et c'est cette demande-là qui va changer son comportement. Au départ, il était plutôt poétique. Et même après avoir fait son acte, il me disait je n'arrivais pas à croire que j'ai fait ça. Mais quand elle lui fait une demande de grâce, quand elle lui dit qu'il a la possibilité d'être gracié, il a la possibilité d'être réinséré dans la société, de racheter ses crimes, d'avoir une vie digne, une possibilité. Voilà, lui, il ne veut pas. Bon, d'une part, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ce serait totalement se réinsérer dans une société dont il déteste le régime. Donc ce serait se vouer tout entier à l'ennemi, en fait. Même par le simple fait d'avoir un travail dans la société tsariste, pour lui, c'est être pro-tsariste. Et surtout parce que, effectivement, il ne veut pas trahir ses amis. Et c'est ça qui est différent, c'est qu'en fait, on passe d'une cause qui était au départ universelle, humaine, qui touchait à une échelle internationale. Mais là, à partir du moment où il y a cette demande de grâce, Yannick résorbe, se rétracte, il se replie sur lui-même. Et comme il se replie sur lui-même, pour lui, la révolution, c'est pas sauver un peuple, c'est pas sauver un pays, c'est pas se battre pour une idée, c'est vraiment pour ses amis et pour lui. Même Stéphane, qui pourtant est très radical, n'a jamais pensé ça. Stéphane, certes, il était déshumanisé et déshumanisant, mais il pensait cause, il pensait révolution, il pensait idéologie, il pensait politique, il pensait changement dans le monde. Yannick, il ne pense plus changement dans le monde, puisque évidemment, s'il rejette le monde de grâce, il va mourir, il pourra pas, il n'aura plus enfin, il ne pourra pas savoir ce qui va se passer, il n'aura plus aucune nouvelle du monde extérieur pendant les jours où entre le moment où sa sentence sera prononcée et le moment où sa sentence sera exécutée, il n'a plus tout ça. Et du coup, il ne pourra pas assister au triomphe de la Révolution. Mais pour lui, c'est quelque chose qui est bien loin, le triomphe de la Révolution. Lui, il veut vraiment prouver que il donne sa foi, il donne sa cause, il donne il donne sa force. Il donne, limite, en fait, il se donne tout entier à sa cause, d'autant plus qu'il pense que s'il va mourir, ça va compenser la mort du duc, en fait. Puisqu'il est persuadé que ce qu'il a fait va avoir un impact phénoménal, etc. Alors que, bon, en soi, le grand-duc, c'est le grand-duc, mais c'est pas le tsar. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, comme il a cet impact, comme il a fait cet attentat, il pense que sa mort va racheter celle du grand-duc. Et là, on rentre dans la notion du pardon. Ensuite, il est pendu, et ses camarades, ensuite, ils entendent la nouvelle, et ils se disent, ah, nous a pas trahis. Mais finalement, Stéphane, il se dit, bah ouais, super, il a respecté ses engagements, il m'a écouté, il a été convaincu, je l'ai convaincu. Non, Stéphane, il est sceptique. Effectivement, après, il y a Vera qui lui dit, moi aussi, plus tard, je lancerai la bombe parce que je veux perpétuer ce geste. Mais Stéphane, lui, dans ses répliques, dans son comportement, on sent il est pas spécialement admiratif. Enfin, il est admiratif, mais il est pas non plus, il pense pas que c'était forcément la meilleure chose à faire. Parce qu'effectivement, Yannick est devenu peut-être plus extrémiste que lui de cette façon-là. Et c'est ça, en fait, qui est un peu terrifiant, c'est qu'il y en a qu'on l'a appelé le poète. C'était ça au départ, la poésie est révolutionnaire. On peut changer les choses grâce à la poésie. Mais il a cédé au côté, il a cédé à la facilité de se dire que finalement, la violence est plus facile. Effectivement, c'est toujours très tentant quand on voit les élans révolutionnaires de vouloir faire pareil. Et je suis tout à fait d'accord que il faut se bouger pour changer les choses. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. Évidemment, c'est tendance de. Mais si on prend un phénomène actuel, par exemple le climat, si un jour il y a des gens qui disent bon, on va faire du terrorisme pour le climat, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut que ça change.
Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de pays qui se sont mobilisés pour le climat, même si bon, ça reste toujours compliqué, sans forcément ces attentats-là, mais surtout parce que qu'est-ce que ça ferait de nous? Ça ferait de nous des monstres, ça ferait de nous des gens complètement déshumanisés, et finalement, ce serait faire la même chose que nos ennemis. Puisqu'effectivement, quand on meurt, il y a cette notion de martyr, et c'est ça qu'il voulait faire Yannick. Il y a cette notion de martyr, il y a cette notion de pardon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au moment où il est incarcéré, je sais plus si c'est avant ou après que la grande duchesse vienne le voir pour lui annoncer sa possible demande de grâce, sa possibilité d'être gracié. Il y a Skouratov, donc qui lui est un noble russe, donc il est très bien habillé, il a des bonnes manières, etc. hein. Le personnage, comment il est décrit, c'est un personnage un peu haut, un peu, il fait, il fait penser un peu à Rasputin d'ailleurs, voilà. Et il arrive, et puis il se moque un peu de Yannick, parce qu'il comprend pas son refus. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, ça, et après il dit, ah, ça y est, j'ai compris. En fait, tu veux être un martyr, tu veux être reconnu, et même si c'est pas pour la reconnaissance, tu veux avoir toi le contentement pour toi-même d'être mort en étant un martyr. Et c'est là où on en a fini vers les justes, et on se dirige tout doucement vers la condition humaine, dont je vais pas parler longtemps, mais juste vite fait, pour dire que, effectivement, ça c'est un point très important qui a été, bon, pas débattu, mais qui a été sujet quand même à des disputes dans des mouvements révolutionnaires, où effectivement, il y avait ce conflit entre qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ça pour nous, est-ce qu'on fait ça pour notre cause, qu'est-ce que ça va engendrer, et finalement, est-ce que euh, devenir un martyr, volontairement ou non, ce serait pas s'insérer finalement dans le système qu'on voulait combattre? Est-ce que ce serait pas faire la même chose que nos ennemis? Au-delà, effectivement, de faire l'acte monstrueux qui est celui de tuer, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, finalement, on a la même idéologie, on a la même foi, finalement, même si c'est pas une foi religieuse ou chrétienne, ou on s'en fout. Mais finalement, c'est toujours une notion de foi, une notion de croyance en ses idées. Je dis pas que la croyance en ses idées, c'est pas bien. C'est juste que là, le sens se perd totalement. Et c'est ça que les révolutionnaires ils craignent. Ils craignent à chaque fois que leur mouvement soit dénaturé et que le sens se perde totalement dans une espèce de nihilisme de tout, en fait. Et c'est ça qu'ils craignent beaucoup. C'est pour ça que Cheng, le personnage qui lui est mort, en fait, en jetant la bombe, puisqu'il s'est jeté en même temps, puisque lui aussi a cédé à ce problème-là, et c'est là où on en vient encore à autre chose dont je parlerai après, lui-même a dit il faut que le sang parte des hommes et retombe sur les hommes. Il ne faut pas qu'il parte ailleurs, vers Dieu ou je ne sais quoi, parce que sinon ce sera le commencement de la saloperie. Et qu'est-ce que la saloperie? La saloperie, c'est faire. La saloperie, c'est s'intégrer finalement par l'idée, rejoindre le système qu'on veut combattre. Le système entre guillemets bourgeois, entre guillemets conservateur, etc. Et c'est ça que refuse Cheng. Il a cédé, mais il dit, voilà, comme le samouraï en fait, le samouraï qui se harakiri, hein, on connaît tous, c'est le mythe du samouraï, hein, le suicide, l'honneur, etc. C'est plus important que ça reste, il faut mieux que ça reste dans l'échelle humaine que ça rejoigne la sphère divine, parce que si ça rejoint la sphère divine, effectivement, on rejoint l'ennemi de cette façon-là. Et du coup, donc Cheng, pourquoi il voulait faire ça? Alors, je suis désolé de faire cette grosse impasse sur la condition humaine et se focus sur Cheng, parce qu'effectivement, sur Cheng, pardon, parce qu'effectivement, beaucoup vont dire oui, il n'y a pas que ça dans la condition humaine, il y a plein d'autres personnages, et puis il faut parler aussi du contraste Orient-Occident et du contexte particulier de la Chine, qui... Je sais. Peut-être que je ferai une vidéo sur le livre entier, mais pour l'instant, je préfère parler que de ça parce que c'est un lien avec ce que j'ai dit avant. Et en fait, Malraux disait, enfin, pas lui-même, hein, mais dans la condition humaine, dit que la mort, c'est une expression de la vie. Parce que quand on meurt, c'est comme si c'était l'accomplissement, mais pas seulement l'accomplissement, c'est Vous savez, cette expression qu'on dit, oui, quand je meurs, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Enfin, pas quand je meurs, mais quand on meurt, on voit sa vie défiler devant soi. Et bien, c'est ça, en fait, qui est dit. Que c'est ça le message auquel croit. Donc ça me gratte le nez aujourd'hui. Le message auquel croient les personnages de la condition humaine, et notamment Cheng. Notamment Cheng. Parce que lui, il a déjà tué avant. Donc il s'est déjà déshumanisé, mais au bout d'un moment, il avait déjà voulu jeter la bombe une fois, il n'avait pas pu. Et la deuxième fois, il y a eu quelques moments d'hésitation, mais il s'est dit non, j'y vais, quoi. C'est pas comme Kyo, qui est lui un autre
le leader un peu du groupe révolutionnaire qui est en opposition avec Cheng aussi. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que là, le chef est plus humain que que le nouveau, en fait. Et là, parce que Cheng devait faire ses preuves. Donc bon, alors que dans la condition humaine, alors que dans les Justes de Camus, c'était le chef qui était inhumain et le nouveau qui était un peu naïf. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est l'expression de la vie, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de quelque chose et c'est tout ce qu'on a fait avant qui se résume à un acte, à un moment, à une action et qui, qui va être relié à notre vie en fait. Et c'est pour ça que Cheng voulait faire ça. C'est un peu une espèce d'orgueil qui s'exprime par la mort. Ou vraiment, en fait, c'est comme si toute sa vie s'échappait de lui au moment où il était mort. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il rate son attentat parce que il attendait que la voiture arrive pour se jeter et jeter la bombe. Sauf qu'en fait, c'était le Chiang Kai-shek, celui contre lequel il voulait faire l'attentat. Et il avait prévu, du coup, il avait mis une autre voiture devant et lui, il s'était mis derrière. Et du coup, Cheng s'est jeté sur la mauvaise voiture. Donc il a raté son attentat. Et ensuite, donc, il voit qu'il a une jambe arrachée. Enfin, c'est horrible. Et puis, il y a Chiang Kai-shek qui arrive et qui lui tire une balle dans la tête. Mais juste avant, à ce moment-là, il se sentait très bizarre en fait, Chen. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que parce qu'il avait cette impulsion-là, il s'attendait à mourir et il est pas mort. Et finalement, il s'est rendu compte finalement peut-être de l'espèce de créature qu'il est devenu, de sens. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, et c'est pour ça peut-être que le roman de Dostoïevski s'appelle Les démons, c'est-à-dire que bah, c'est des démons. Ils ont plus de conviction réelle, ils font ça pour eux au final. Et même, enfin, au bout d'un moment, c'est que je dis, le sens se perd. Et l'exemple d'André Malraux est peut-être encore plus marquant que l'exemple de Camus. Dans Camus, on est dans un registre plus doux peut-être, alors que dans André Malraux, il y a quand même vraiment une très forte politisation et une très forte contextualisation actuelle à l'époque, hein, de ce qui se passait en Chine, etc. Alors que dans Camus, il y a aussi une actualisation mais la pièce est écrite un siècle plus tard, alors que là, c'était, enfin pas un siècle exactement, mais la pièce est écrite plus tard, alors que au siècle suivant, alors que dans la condition humaine, c'était le même siècle, donc effectivement, ça marquait beaucoup plus les esprits. Voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt.